Eh bien aujourd'hui j'ai la chance d'être accueilli dans l'atelier de Laurent Proulx. Laurent Proulx c'est pas un cinéaste tout à fait, néanmoins dans son travail, puisque c'est un artiste peintre, il nous détaille en fait des peintures extrêmement réalistes. On pourrait imaginer que ce sont des scènes de film. J'ai la chance d'être dans son atelier à Montrouge en banlieue parisienne. Bonjour cher Laurent. Bonjour David. Et bienvenue à la radio du cinéma. Alors vous faites l'actualité également dans le cadre d'une exposition qui se tient actuellement au musée de l'Abbaye à Saint-Claude. Saint-Claude c'est dans le Jura en fait. C'est une ville qui est particulièrement, représentative du monde ouvrier. Et ça tombe bien puisque le travail que vous avez fait, ce sont des peintures qui pour partie présente le milieu ouvrier. C'est une exposition, on va le rappeler dans les liens qui vont s'associer à cet entretien, mais cette exposition donc s'appelle L'arbre et la machine. Laurent, avant de commencer, est-ce que vous pourriez très gentiment vous présenter ? Alors, je m'appelle Laurent Proulx. Moi, j'ai commencé en faisant les Beaux-Arts de Paris, puis les Beaux-Arts de Lyon, et enfin un diplôme à Hambourg. Et en fait, c'est important les Beaux-Arts parce que ça met le pied à l'étrier. C'est un peu le solfège de la peinture, quoi, en fait. Hein. Oui, quelque chose comme ça. Et puis ça permet aussi de rencontrer des gens, de faire des bonnes rencontres, de confirmer un désir que moi j'avais déjà, qui était effectivement d'être peintre. Alors j'avais un grand-père qui était peintre, donc je ne sais pas si ça a influencé, mais en tout cas c'est un désir que j'ai eu très très tôt. Oui. Quand vous avez terminé ces études, finalement, comment la vie professionnelle va rentrer un petit peu dans votre quotidien ? Souvent, il y a toujours une ou des rencontres qui vont déclencher tout ça. Pour moi, c'est vrai qu'on parlait de Benoît, mais ça a été, peut-être qu'on pourrait commencer par là, dans la professionnalisation, ça a été une première rencontre déterminante parce que, en fait, j'étais parti à Hambourg donc faire un post-diplôme avec Simon Bergala. Et au retour d'une année d'études là-bas, j'ai fait une exposition à Paris avec donc Simon Bergala, Thierry Costesec, une exposition à 3 peintres, et Benoît qui faisait un livre avec Philippe Durand, qui était mon ancien prof de photographie, est passé visiter l'exposition et m'a tout de suite proposé de travailler à la galerie. Donc c'est quasiment un des premiers acteurs professionnels de l'art que j'ai rencontré, et je l'ai rencontré via un enseignant de l'école dans laquelle j'étais étudiant. Donc les choses se sont mises en place assez vite pour moi, mais effectivement c'est des réseaux professionnels, mais c'est aussi des réseaux d'amitié. Et depuis, Benoît a été extrêmement fidèle avec des années qui ont été plus ou moins fastueuses, mais toujours il a cru à ce que je faisais, et autant que moi. Parfois plus même que moi. Et aujourd'hui, ça me permet de faire cette belle exposition et d'être là où j'en suis. On a eu la chance d'échanger aussi avec ce galeriste Benoît, qui nous explique que par moment, il est aussi votre coach. Il est capable finalement d'orienter un tout petit peu des arbitrages ou des choix, ou de vous stimuler peut-être dans une création artistique. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir une relation extrêmement suivie et complice avec votre, entre guillemets, ambassadeur commercial de votre travail finalement ? Je crois que c'est important qu'il y ait un suivi et une confiance, parce que souvent, donc oui, pour répondre, parfois il y a des conseils qui sont donnés, et en fait je les écoute. Ça ne veut pas forcément dire que je vais les suivre, mais je les écoute. Et il y a une connaissance aussi du milieu de l'art que moi je ne peux pas avoir, parce que moi je vis comme un sauvage dans mon atelier, et c'est normal. Et eux, à la galerie, je dis eux parce que finalement c'est un collectif aussi. Mais il y a aussi les amis qui sont d'autres artistes. Et en fait, souvent, quand on demande un avis, c'est qu'on a déjà une question qui est en chemin. Donc ça permet de décider les choses. Et parfois, effectivement, on a aussi des retours qui sont extrêmement surprenants. Et donc, du coup, moi, je crois beaucoup que, le parcours de l'artiste, il est plus collectif qu'on ne veut bien le dire. Expliquez-nous un peu la mécanique intellectuelle quand vous abordez justement la réflexion créative. Quand je vous disais que c'était que quelque part on est moins auteur qu'on ne le pense, ou ça serait plutôt de dire qu'on est auteur par un contact avec les autres en fait. C'est-à-dire que moi par exemple, on peut parler des conseils amicaux, des conseils par exemple de la galerie, des conseils d'autres artistes, de pairs, P-A-I-R-E, mais il y a aussi par exemple, pour parler précisément des peintures de Saint-Claude, il y a aussi les rencontres que j'ai fait là-bas.
Et si vous voulez, chaque personne, là c'est des peintures à sujet, c'est moi qui les ai voulues telles quelles. Et donc c'est des peintures qui représentent des ouvriers au travail. Et si vous voulez, telle ou telle personne qui va entrer dans le champ du tableau pour être la figure principale, va par elle-même générer quelque chose de différent dans le tableau, une énergie différente, un caractère différent. Et donc jusqu'à un certain degré, on pourrait même dire que le sujet participe de la création du tableau. Moi, je me rappelle d'un texte, il me semble de Mallarmé, là ça me revient en parlant, où il défend l'art impressionniste en parlant de ça, en parlant du fait que le peintre impressionniste qui sort de l'atelier, qui sort de l'académisme aussi, qui plante son chevalet, on a tous l'image comme ça dans le paysage, en fait il n'est pas artiste avant de peindre ce paysage. Donc il se co-crée avec son paysage. Donc le sujet de la peinture crée aussi l'auteur du tableau. Et moi je crois qu'avec énormément de différences, ça reste vrai. Tous les artistes sont autodidactes et tous les artistes deviennent artistes au contact de leur sujet. Dans votre vie, puisqu'on va parler, merci de me faire la transition, dans votre vie vous croisez donc Valérie Pugin, ou c'est plutôt Valérie Pugin qui va croiser votre travail. Elle va évidemment être très sensible à vos traits en particulier, et elle va vous tendre la main, puisque je parle de la directrice de ce musée de l'abbaye, donc sur place à Saint-Claude, et elle va vous proposer en fait ces murs pour appréhender ce milieu ouvrier. Vous êtes ce qu'on appelle en résidence dans la ville de Saint-Claude. On va expliquer en quoi ça concerne et qu'est-ce que vous faites au quotidien et comment ça s'opère une exposition comme ça. Ça démarre il y a un peu plus d'1 an. D'accord, donc 1 an auparavant, vous ne saviez pas du tout que vous alliez faire cette expo à Saint-Claude. Ça démarre en 2023 quand j'expose à la galerie Sémios justement, et Valérie voit l'exposition. D'accord. Et elle est très intéressée par mon travail. Et Benoît Porcher, le directeur de la galerie. Le directeur de la galerie, qui la connaissait par avant, lui montre un petit peu un travail précédent que j'avais réalisé et qui traverse un petit peu comme une épine dorsale ma peinture, autour de l'industrie, du monde ouvrier et de... Oui, c'est né un peu comme ça, donc voilà. Cet échange-là. Donc il y avait déjà ce background dans ma peinture, et elle dirige ce musée dans une ville ouvrière très spécialisée dans la plasturgie, l'industrie pipière, les diamants. Quand Valérie Pugin m'a proposé d'exposer mon travail au musée de Saint-Claude, c'est quelque part moi-même qui me suis dit, en fait, ce que je veux peindre à Saint-Claude, pour tout ce qui va concerner directement la ville, c'est cette histoire ouvrière, cette histoire de travail et cette histoire d'humain qui fabrique des choses à Saint-Claude, quoi. La ville n'existerait pas sans cette activité Alors évidemment, on mettra quelques liens quotidienne dans les parties supérieures de l'interview, mais en fait, votre travail, il s'apparente, je le disais en début d'interview, il s'apparente en fait à des images, on les croirait presque extraites d'un film. Vous entretenez quelle relation avec le cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit visuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose d'évocateur pour vous? Expliquez-nous s'il y a une éventuelle relation entre le cinéma et votre travail. Alors, il y en a une maintenant que vous le dites. Elle n'est pas si déterminante que ça, parce que, je vais dire un peu une banalité, une lapalissade, mais la première histoire qui me concerne, c'est l'histoire de la peinture. Et je dialogue beaucoup avec l'histoire de la peinture. Mais après ça, on le sait, je ne sais pas, avec un peintre comme Gérôme, pour prendre vraiment l'art académique, le cinéma, et le premier cinéma un peu, je ne sais pas, les péplums, tout ça, doit énormément à l'histoire de la peinture. Et tous les films de reconstitution historique, finalement, souvent, proposent des intrigues dans des décors qui sont presque des décors de tableau. Et c'est vrai que moi, mon goût pour le cinéma, il s'est beaucoup construit comme ça. Il s'est beaucoup construit autour d'une idée de fresque. J'aime bien les films épiques, j'aime bien les films, je pense même certains films de Rossellini, cinéma italien. Le cinéma italien, où en tout cas il y a où l'écran est un espace dans lequel les gens interviennent. J'aime bien une certaine staticité dans le cinéma. J'aime bien Antonioni. Un peu moins, où j'avoue que tous les films un peu
comment dire, où l'univers est très numérique, où m'intéresse assez peu. Un peu plus artificiel. Un peu plus, voilà. Mais j'ai bien aimé aussi Kenneth Anger. Où du coup on est dans quelque chose qui est proche de Cocteau, qui est une sorte d'univers post-surréaliste, David Lynch évidemment, Cronenberg. Enfin, voilà, donc en fait je dirais mon intérêt pour le cinéma se déplace du cinéma un peu fantastique, un peu étrange, à un cinéma assez statique, assez de tableaux. Alors justement, vous nous faites la transition puisque on a la chance de se trouver dans votre atelier. Et alors, dans votre atelier, on découvre vraiment des espaces complètement dédiés. Vous avez une maquette, mais vraiment à s'y méprendre au musée de l'Abbaye, donc à Saint-Claude. Hein, on retrouve exactement chaque fenêtre, etc. Vous avez vraiment reconstitué cet espace avec beaucoup de précision. Et on peut aussi découvrir dans votre atelier des petits supports sur lesquels vous allez poser plusieurs petites peintures faites à petite échelle, mais qui vont donner en fait peut-être une perspective. Vous m'avez donné un nom tout à l'heure pour ça, on va essayer de décrire pour les auditeurs, puisqu'on n'a pas l'image évidemment, mais j'aime bien en fait votre façon de concevoir vos œuvres. Ce qui a beaucoup d'étapes intermédiaires et la conséquence de vos huiles donc sur la peinture, le tableau, ça n'est que la conséquence finalement d'une réflexion très en profondeur, bien en amont. En fait, pas même simplement d'une réflexion, mais d'une activité manuelle, je préfère dire manufacturière en amont du tableau. Moi, je suis toujours quelqu'un qui n'a jamais été très spontané dans la fabrication du tableau. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui arrive face à une toile blanche et qui fait des grands gestes et puis d'un coup le tableau génial apparaît. J'ai toujours eu besoin de beaucoup d'étapes. Donc je commence par des carnets à dessin, je commence parfois par des photographies et je commence parfois, comme tu l'as signalé, par des maquettes et des collages avec des membres découpés que j'assemble. C'est-à-dire que de même que des images plus réalistes, à savoir avec une source documentaire qui est la photographie, ou des images plus oniriques, avec une source quelque part aussi documentaire ou en tout cas factuelle qui est un collage, en gros la peinture elle va intervenir comme une illumination de ce document et sa mise en scène par la lumière. Okay. Donc en ce sens-là, pour moi, le tableau est une pièce de théâtre, et si j'en suis quelque chose, j'en suis presque autant le peintre que l'éclairagiste. Et c'est cette lumière qui va donner un certain degré de matérialité, de réalisme, de gravité, ou alors au contraire de flottement, d'onirisme et d'atmosphère, quoi. C'est en tout cas cette lumière qui va matérialiser la situation et lui donner sa temporalité, mais fondamentalement, elle préexiste au tableau. Si je peux dire, c'est un peu la musicalité de vos œuvres, en fait, quoi. C'est ce qui donne un peu c'est la partition, quoi. C'est ce qui génère l'émotion de vos tableaux. Ce serait plus comme des plombs d'imprimerie, c'est-à-dire que les collages sont des plombs, et ensuite l'impression, au deux sens du terme, comme l'impression au sens des sentiments et tout ça, est donnée par la peinture. La peinture est aussi beaucoup l'émotion. Oui, bien sûr. Pour décrire un petit peu les choses, on a en fait une structure qui pourrait être la naissance d'une petite cabane. Ça fait 30 cm de haut. Ce sont des petites structures en bois et sur lesquelles en fait vous avez posé des petits bouts de fer pour accrocher, des sortes de crochets, pour accrocher des personnages qui mesurent une dizaine de centimètres. Et alors, en les rapprochant plus ou moins de vous, vous allez créer des plans comme ça. C'est assez spectaculaire, ça. Oui, ça peut sembler un peu étrange. Il paraît que Nicolas Poussin, le peintre, faisait ça. Mais en fait, c'est des petites maquettes, comme des petits modèles réduits qui me permettent de poser les figures dans l'espace. Tout simplement, j'ai toujours eu envie, dans ma peinture, d'avoir quelque chose de figuratif, de convoquer un réel, de convoquer des personnages, de convoquer un monde social et tout ça. Mais j'ai jamais eu envie d'être enfermé, justement, dans quelque chose comme un plan photographique, dans quelque chose comme un plan bidimensionnel, comme un écran. Et du coup, je crois que ces
ce petit théâtre et ces figures du coup que je déplace comme ça, avec toutes l'étrangeté que ça a, parce que c'est un côté figure à la belle-mère un peu comme ça. C'est fondamentalement un peu comme le fait de découper les images photographiques, où un de mes premiers gestes artistiques, ça a été de finalement découper la surface photo, de lui retirer son unité magique et par là même son unité de temps aussi. C'est une façon d'amener de l'espace autour des figures. Et pour moi, ce qui m'intéresse, qu'on documente la réalité ou alors qu'on représente une situation, c'est l'espace que crée la peinture avec la lumière, avec différents moyens, avec le découpage, avec les lignes, avec les couleurs, etc. Mais c'est un peu une banalité, mais la peinture, c'est là pour créer de l'espace avec de la couleur, quoi. Je pense qu'un des points qui a vraiment motivé ce travail autour de Saint-Claude, qui est une petite ville et qui est une ville voilà, ouvrière, avec un peu dans la montagne aussi, c'est une ville de montagnards, un peu enclavée. J'étais très sensible aussi à donner beaucoup d'espace dans mon travail à ces gens qui travaillent dans l'industrie, qui ne doivent rien à personne, qui construisent leur vie comme ça. Et il y a plusieurs gestes qui sont importants pour moi dans cette exposition. Par exemple, j'ai jamais fait d'aussi grand tableau que pour cette exposition. J'ai 2 diptyques qui font 2 mètres par 3 mètres 60. J'avais jamais été aussi Alors il faut loin. préciser une chose, c'est qu'en fait, pardon de vous couper, mais c'est très important, c'est que bien souvent vos personnages dans cette exposition, et en particulier pour la partie milieu ouvrier, les personnages sont à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'on se retrouve pratiquement dans la scène dans laquelle vous avez peint. Oui, bah justement, alors pas seulement dans les tableaux ouvriers, mais en gros tous les personnages sont à échelle réelle, mais effectivement du coup très vite, quand on veut décrire un espace et des figures, les tableaux deviennent très grands. Et pour moi, c'est assez politique aussi d'amener de l'espace à ces figures. Un espace qu'elles n'ont pas dans les médias, qu'elles ont relativement peu dans la culture, dans l'art contemporain et tout ça. Donc du coup, je dirais l'espace qui entoure ces figures, autant que ces figures elles-mêmes dans cet espace, autant que la dimension du tableau, a pour moi une importance. C'est aussi la représentation du travail ouvrier, c'est aussi le fait que c'est une région où on m'a dit que 34% des habitants travaillaient dans l'industrie. C'est, disons, intéressant, sans en faire quelque chose de militant, c'est intéressant de se demander pourquoi, je crois que c'est Godard qui disait ça, pour prendre un cinéaste, pourquoi un endroit dans lequel on passe autant de temps, comme les lieux de travail, sont si peu représentés. Alors, moi, j'aimerais quand même vous poser une question un peu plus philosophique. J'aimerais savoir ce que ce travail, finalement, dit de vous. C'est une activité d'attention et je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'attention en peinture. Enfin, la peinture, elle est là pour relever, soutenir. Oui, c'est ça, relever et soutenir le détail, relever et soutenir ce à quoi on ne prête pas attention. Et moi, je suis comme tout le monde, hein, je regarde mon téléphone toutes les 5 minutes, je suis exaspéré par des choses qui ne me concernent pas du tout et mobilisé par tout un tas de publicités, de bêtises comme ça. Très en phase avec Mais notre époque, quoi. quand je peins, je ne fais rien d'autre que peindre. Je suis là où je suis. Vous êtes dans une chrysalide qui correspond à l'instant. En fait, toutes les activités qu'on fait pour soi et qu'on fait réellement au moment où on les fait ont tendance à rendre heureux. C'est un vrai message, ça. Oui, même quand on fait l'amour, on ne fait rien d'autre qu'être là où on est. Alors Laurent, expliquez-nous un petit peu techniquement, vous mettez du temps pour peindre une œuvre ou expliquez-nous comment ça sort de votre cerveau et comment ça va se matérialiser sur une toile. Souvent, ça commence par un petit croquis dans un carnet. Ce que j'ai par exemple fait pour l'exposition de Saint-Claude, après chaque visite, j'ai fait un premier croquis qui est un peu séminal, qui est comme ça la base de l'idée du tableau. Et après ça, ça s'organise par strates, ça se précise, un dessin en corrige un autre, jusqu'à temps qu'on arrive à une composition satisfaisante, qu'on reporte sur la toile en grand. Et après ça, on commence à peindre et on peint généralement. Moi, je peins pour certains tableaux, comme ils sont très complexes, ceux de Saint-Claude, j'ai parfois
peint en commençant par une grisaille, c'est-à-dire un camailleux de couleur, par exemple, voilà, qui va d'un brun à un blanc, ou peu importe à vrai dire, et ensuite on amène la couleur et tout ça. D'accord, donc c'est vraiment très méthodique. C'est méthodique, oui. D'accord. À l'image un peu de toutes ces phases intermédiaires qui vous permettent justement de fabriquer vos œuvres, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de spontané. Alors, cher Laurent, c'est vrai que pour revenir 30 secondes sur cette exposition donc au musée de l'abbaye de Saint-Claude, on peut constater quand même que les visages sont extrêmement présents dans le cadre de ces peintures. J'imagine que tout ça n'est pas anodin. Oui, en fait, ça a été un peu une surprise en travaillant sur cette exposition L'arbre et la machine, qui est d'ailleurs un peu comme un titre de conte, c'est important. C'est presque un titre de film. Effectivement. Et en fait, dans cette dimension du visage, c'est que je me suis retrouvé presque à faire des portraits. Ouais. Et ça, c'était pour moi tout à fait nouveau et intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment, ce que j'avais quasiment jamais fait, c'est-à-dire où je représentais l'usine avec une personne au travail qui avait posé pour le tableau, quelque part, c'était stupide et impossible d'en faire une figure lambda. Et donc, du coup, c'est telle personne, c'est Gaëtan, c'est Nicolas, c'est Hassan, c'est qui sont des personnages Dimitri, que vous avez peints. Qui sont des personnages que j'avais peints. Et ce que je veux dire qui est tout à fait pour moi intéressant ou nouveau, c'est qu'ils deviennent un peu les centres de gravité du tableau. Et, les héros, quelque part. Voilà. Et ça fait de ces tableaux des tableaux habités. Alors, cher Laurent, j'aimerais qu'on revienne sur un tableau en particulier qui fait partie donc de cette exposition. Ce tableau, il s'appelle Tir à l'arc. C'est un tableau qui a été réalisé dans un ESAT, j'imagine dans la ville de Saint-Claude. Et ce tableau, en réalité, c'est une scène de vie. Il y a plusieurs personnages, avec chacun une espèce d'autonomie émotionnelle. On y voit 6 ou 7 personnages très différents. Un ESAT, on le rappelle, c'est un endroit où il y a des travailleurs handicapés. Et quelque part, ce tableau, qui évidemment est un diptyque à taille humaine, quand on voit ce tableau dans l'exposition, on a l'impression de faire partie de la scène. Et cette expérience-là, je ne vous cache pas qu'en fait, elle est extrêmement intéressante. Vous allez nous expliquer en fait ce qui a justement, ce qui vous a donné envie de témoigner de cette manière-là. Alors c'est le deuxième grand diptyque de l'exposition. Oui. Le premier étant une scène ouvrière dans une scène de travail dans une caoutchouterie où on a des machines assez impressionnantes et une organisation de l'espace très planifiée, industrielle. Ouais. Et ce deuxième tableau, Les Attes, est au sujet d'un espace qui est un espace de travail, mais dont je dirais l'enjeu principal est la réinsertion de travailleurs handicapés, de personnes handicapées, par le travail. Bien sûr. Et c'est un lieu qui est assez ancien dans Saint-Claude, qui s'appelait avant les Papillons Blancs. Et je ne vais pas dire qu'il est caché, mais c'est un lieu qui est peu visible de l'extérieur. Et cette dimension un petit peu de retrait, en même temps cet engagement des gens qui y sont, voilà, ça fait partie des endroits que j'ai visités à Saint-Claude. Et je me suis tout de suite dit, une fois cette visite faite, que je voulais consacrer un tableau de même échelle que les formats de tableaux que j'avais consacrés à des représentations plus iconiques, je dirais archétypales du travail ouvrier. Et donc du coup, comme tu l'as dit, toutes les figures sont échelles réelles, oui. Elles sont de plein pied dans l'espace. Et là aussi, c'est un petit peu comme un ensemble de portraits avec cette scène de tir à l'arc au milieu. Et cette scène de tir à l'arc, elle est assez drôle parce qu'une personne mime le geste de tirer à l'arc. C'est du tir à l'arc, mais il n'y en a pas d'arc. Il n'y a pas d'arc, donc quelqu'un explique son activité de tir à l'arc, quelqu'un d'autre reprend le geste. Oui. Et après ça, je dirais qu'il y a une circulation dans tout le tableau de gestes, de gens qui regardent vers l'extérieur, de gens qui manipulent des objets, jusqu'à des inscriptions sur des cartons où moi, comme peintre, je copie aussi
les gestes des gens qui y travaillent. Donc c'est quelque chose qui met un peu en abîme la représentation. Oui, puis il y a des réponses visuelles entre chaque individu. Ce tableau, en fait, moi je l'aime particulièrement, je dois avouer, parce que justement, il y a de la vie partout. Et voilà. Et alors, ce que m'a dit de manière ironique une des personnes, c'est que ce qui est drôle, c'est que les gens font tout sauf travailler. Alors en fait, en réalité, ils travaillent, oui. Mais ce qui est représenté à cet endroit-là est plus des activités qui sont aussi en marge du travail. Donc c'était intéressant pour moi. Et la dernière chose que je veux dire sur les actes, oui. C'est que de tous les tableaux que je présente à Saint-Claude, ce tableau-là est le seul tableau où une jeune femme qui est dans l'atelier regarde le spectateur. Oui. Donc c'est un tableau où quelque part son regard perce le quatrième mur comme au théâtre, invisible, et nous dit, toi qui regardes, tu es le bienvenu pour regarder. C'est une invitation au tableau, quoi. Et c'est une situation qui recoupe la réalité. C'est-à-dire que moi, je me suis questionné avant de faire ce tableau si j'avais le droit de le faire, si j'étais légitime à le faire, et quelque part, ces regards et une bienveillance, une gentillesse, et particulièrement le regard de cette jeune femme, m'a donné l'impression que je pouvais en faire un tableau. Et du coup, une fois que je me suis donné... Vous êtes accordé cette permission, cette permission, je me suis dit que j'allais faire du mieux possible pour faire le plus beau tableau possible de cet endroit. Il y a une tradition à la radio du cinéma. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de me donner votre film préféré, en me disant pour quelle raison, de me donner donc votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Mon cher Laurent, vous avez 3 marches devant vous, une petite scène. Eh bien, cette scène, elle vous appartient. Bon, alors, c'est vrai qu'en réfléchissant comme ça sur un des plus beaux films que j'ai vus pour moi, bon, il y en a plein, de très très beaux films, mais j'ai pensé à The Deer Hunter de Michael Cimino, qui est, je crois, Voyage au bout de l'enfer en français. Moi, je l'ai vu d'ailleurs en VF, moi, même à l'époque. C'est déjà un film qui commence par une vraie petite scène comme un documentaire sur le monde ouvrier, parce que c'est une ville qui se passe en sidérurgie dans les années 70, et les 5 premières minutes du film, on voit le travail comme il se faisait à cette époque-là. Et en fait, c'est un film qui raconte l'arrivée de la guerre du Vietnam chez un groupe de copains qui, sinon, passent leur temps à chasser dans leur ville et à faire la fête et aller au café et tout ça. Et le film, aussi, sur tout le début, commence sur un long mariage aussi. C'est très fastueux, c'est très beau ce mariage, c'est très vivant, c'est très... Et la guerre fait éruption dans la vie de ce groupe et va complètement détruire, abîmer les relations et va complètement faire éclater ce groupe. Et c'est un film qui est très touchant parce que c'est un film sur la communauté, sur la façon dont l'événement, la violence altère la communauté et peut-être aussi ce que les humains se doivent après cette éruption de la violence. C'est un film magnifique. Intéressant. Alors, votre meilleure musique, mon cher Laurent? Alors, je pensais un peu à un hommage là, mais je pensais à Blue Velvet de David Lynch. Oui. Parce que quand j'ai vu ce film-là, ça m'a complètement... c'est ce magnifique réalisateur, moi je dirais un peu Lovecraftien au fond, et bref, le film Blue Velvet, quand je l'ai vu, dans l'éclatement des échelles, c'était la première fois que je voyais, je pense que d'ailleurs le premier film que j'ai vu de David Lynch, c'était Mulholland Drive, mais c'est la première fois que j'ai vu du cinéma qui semblait être construit avec la liberté d'un poème. Et donc, concernant votre réplique, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Laurent? C'est une réplique du film Usual Suspect que j'ai dû voir quand j'étais adolescent. Ouais. Et c'est quelque chose qui dit le coup le plus rusé que le diable ait jamais eu, c'est de nous faire croire qu'il n'existait pas. Et alors ça m'a amusé cette phrase-là parce que pour un peintre, le diable est dans le détail, peut-être aussi le paradis est dans le détail. Et donc du coup j'aime bien cette idée que à travers le monde factuel, peut-être quelque chose de beaucoup plus
infernal, mais aussi paradisiaque, peut se nicher Dans le détail. dans le détail. Voilà. Action. Le silence est d'or, la peinture est silencieuse, la radio du cinéma est sonore.